Bienvenue à toutes et à tous pour de nouveaux faits Carl Zéro, au pays de Mère Teresa et d'Alexandre le Grand, la Macédoine au cœur des rugueuses montagnes balkaniques. Un petit pays, ma foi, curieux où, par exemple, la ministre des Affaires étrangères roulait impunément au volant de la BMW de David Beckham qu'on lui avait volée quelque temps avant à Madrid. C'est ici que Vlado Taneski, un journaliste local qui couvrait des meurtres barbares pour son quotidien, Utrinski, est devenu une véritable star en enquêtant sur le monstre de Kitchevo. Quand Vlado, par exemple, finit de dicter par téléphone son dernier article, Morbide, la dactylo s'exclame « On dirait que tu étais sur place ». Un secret d'admiration, le journaliste réplique « Mais ma petite, mes enquêtes sont toujours très fouillées, tu devrais le savoir ». Eh bien oui, un peu trop même. Vlado sera arrêté et incarcéré quelques jours plus tard pour le meurtre des 2 dernières victimes sur lesquelles il faisait des articles. Le journaliste décrivait ses propres meurtres avec une telle précision et un tel nombre de détails qu'il surpassait la police. À peine une nuit passée en prison, et le pauvre Vlado est retrouvé mort dans sa cellule, la tête dans un seau rempli d'eau. La police conclut au suicide. Mais que s'est-il réellement passé? Ce qui est sûr, c'est que sans Vlado, il n'y aura ni procès, ni coupable. Regardez! Le 16 mai 2008, le corps sauvagement mutilé de Jivana Temelkovska, une femme de 65 ans, est retrouvé dans cette décharge publique, derrière le stade de Kitchevo, une petite ville ouvrière située à l'ouest de la République de Macédoine. La police fait le rapprochement avec 2 autres meurtres de femmes commis entre 2004 et 2007 et une disparition en 2003. Au cours de l'enquête, nous avons supposé que le suspect ou le type qui a commis les meurtres connaissait bien toutes les femmes. Parce que nous n'avons aucun rapport de bagarre, ni de lutte, ni de témoignage, où quelqu'un aurait vu un enlèvement ou quoi que ce soit de ce genre. En février 2007, au bord de cette route, un camionneur tombe sur le corps violenté de Ljubica Likovska, 56 ans, enfoui sous des ordures. Les policiers soupçonnent Vlado Taneski, le correspondant local de plusieurs quotidiens macédoniens. Les tests ADN vont leur donner raison. L'année dernière, nous avons arrêté le suspect qui, d'après nous, était l'auteur de plusieurs meurtres à Kitchevo ces dernières années. Plus précisément, nous lui avons attribué le meurtre de la dernière victime et celui de la précédente. Les échantillons d'ADN étrangers trouvés sur les corps de ces 2 victimes correspondait à celui du suspect. Son ADN sur des victimes différentes est une preuve difficile à disputer. Pour le rédacteur en chef du journal Utrinski, l'arrestation en juin 2008 de Vlado Taneski sonne comme un coup de massue. Vlado est un chic type, un homme de 56 ans, apprécié de tous, beau gosse et reconnu comme un excellent journaliste. Je le connais depuis environ 1985. Quand il est arrivé au journal Nova Makedonia où je travaillais. C'était le correspondant au journal à Kitchevo, une petite ville de Macédoine. Jamais il n'a élevé la voix. Jamais il ne se dérobait à ses obligations. Je ne peux pas travailler, j'ai des problèmes de ceci, de cela. Il n'y avait jamais de problème avec lui. Il était très calme, comment vous dire. C'est quelqu'un de très, très, très apprécié qui respectait la hiérarchie et l'autorité. Il ne se faisait pas remarquer. Certainement pas quelqu'un d'agressif. Il ne se donnait pas l'air d'être un révolté ou un criminel.
Je me souviens très bien le jour où on l'a appris. C'était ici, dans cette pièce, où nous faisons nos conférences de rédaction. Quand une des rédactrices est rentrée et nous a annoncé que Vlado est le tueur en série. Ce fut un vrai choc pour tous ceux qui le connaissaient. Impensable. Tel que je le connais, c'était impossible de l'associer à ces horribles meurtres. En novembre 2004, une autre femme de Kitchevo, Mitra Siljanowska, 64 ans, se volatilise à son tour. Plusieurs mois après, son corps roué de coups est retrouvé sur un chantier. Elle habitait à 100 mètres du journaliste. À l'époque, la police avait arrêté 4 jeunes de Kitchevo, dont 2 avaient été condamnés à la prison à perpétuité. Mais ce premier meurtre de la macabre série va être attribué 4 ans plus tard à Vlado Taneski. En mai dernier, nous avons convoqué beaucoup d'hommes. Par une méthode d'élimination, nous sommes arrivés à une douzaine, 10-15 hommes. Pas des centaines. Nous avons prélevé des échantillons d'ADN sur chacun d'entre eux pour comparer avec celui du tueur. Ils ont mis en prison des jeunes qui nient tout meurtre de femmes. Après avoir trouvé les corps d'un vieil homme et d'une femme, la police a arrêté 4 types, âgés entre 20 et 30 ans. Ils étaient de là-bas, de la région de Kitchevo. 2 d'entre eux sont condamnés à la prison à perpétuité. Ils ont avoué leur implication dans le meurtre du vieil homme, mais ils nient toujours avoir tué Mitra Siljanowska, une des supposées victimes de Vlado Taneski. Vlado commence à être soupçonné de ces 3 meurtres de femmes. Mais la police compte également l'interroger sur la disparition en mai 2003 d'une autre femme de 70 ans, Gorica Pavleska, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Les investigations vont vite, trop vite même pour certains. Vous savez, la police, dès le début de l'enquête, ils ont maintenu qu'il était coupable. Apparemment, il y avait un problème avec le sang. Et d'après l'ADN d'origine étrangère trouvé dans les victimes, le groupe sanguin du tueur ne correspondait pas à celui qui était inscrit sur la carte militaire de Vlado. C'est incroyable. C'est un élément important qu'il aurait fallu revérifier. Et encore vérifier. Mais ça, les enquêteurs s'en foutaient. De toute façon, depuis le début, la police essaie par tous les moyens de classer cette affaire. En fait, il y a un problème que l'on ne veut pas dévoiler. La police n'essaie pas d'étouffer cette affaire. La police ne laisse rien au hasard. Nous avons réuni des preuves suffisantes pour inculper le suspect pour les meurtres de ces femmes. Et nous avons bien fait notre travail. Évidemment, ce n'est pas un cas comme les autres. Vous savez, cette histoire a captivé le monde entier. Il n'y a pas de mots pour vous décrire l'hystérie médiatique. C'est venu de partout, d'Italie, des États-Unis. On a passé 5 jours à répondre au téléphone. C'est ici, à l'Institut médico-légal de Skopje, que les autorités ont scientifiquement établi l'implication de Vlado dans les 2 derniers meurtres. Visite guidée avec le patron des lieux, le très réputé professeur Alexei Douma. Venez voir. Il y a une délicieuse petite odeur parce que l'on vient de terminer l'autopsie d'un cadavre très abîmé. Il était en état de décomposition très avancé. Là, ce sont les tables des autopsies. C'est ici que nous rassemblons les preuves. Photos et enregistrements à l'appui. Là, nous avons des caméras vidéo et des micros pour enregistrer nos observations. Les autopsies vont révéler que Vlado aurait également sexuellement agressé 2 de ses victimes. À ce moment, on ne savait pas que l'auteur de ces crimes pouvait être la seule et même personne. C'étaient 2 cas indépendants,
que nous suivions en parallèle ici à l'Institut. Nous étions persuadés que biologiquement, nous pouvions faire avancer l'enquête. Nous avons effectué des prélèvements vaginaux sur les défuntes. C'est très facile à faire. On le prouve à l'aide d'électrophonogrammes. On identifie l'ADN de la victime, c'est l'échantillon de Madame X, et l'ADN qui reste ne lui appartient pas. On répète l'opération avec la deuxième victime, et là la connexion est faite. De Vlado est prélevé du sang propre. L'ADN de son sang est comparé à l'ADN des échantillons trouvés dans le vagin des victimes, qui n'étaient pas le leur. Nous sommes à 100% sûrs que l'ADN qui est étranger à celui des victimes trouvées dans les échantillons vaginaux est un échantillon génétique qui appartient à Vlado Tanevski. Maintenant, comment il est arrivé là, c'est une autre question. Les enquêteurs ont commencé à avoir la puce à l'oreille en constatant que Vlado Tanevski faisait état dans ses articles de très nombreux détails sur les assassinats qui n'avaient jamais été communiqués par la police. L'auteur de ces articles précise entre autres que les victimes ont été étranglées avec des câbles téléphoniques. Comment pouvait-il le savoir? Ce qui est étonnant, c'est que dans les articles qu'il écrivait après chaque meurtre, il révélait des choses que personne ne savait ou n'avait mentionnées jusque-là, qu'un journaliste n'était pas censé savoir en tout cas. Nous avons recoupé des éléments avec la police et nous avons établi un profil psychologique du tueur. Je préfère ne pas en dire plus, mais nous avons fait notre travail. Il a été arrêté alors qu'il préparait un autre meurtre. Ce qu'il écrivait était étrange et nous intriguait d'une certaine manière. Il y avait des détails, bien sûr, mais surtout, il citait ses sources à lui et écrivait comme s'il voulait faire prendre à l'enquête une autre direction. Littéralement fascinée par Vlado Tanevski, la psychologue Mimosa Ristova a dédié un livre au monstre de Kitchevo. Mimosa mène une enquête parallèle avec des amis de la police et selon elle, Vlado cachait bien son jeu tellement bien qu'il aurait pu tuer sa propre mère décédée fin 2002. La série noire débute juste après, en mai 2003. D'après les études sur les tueurs en série, leur fonctionnement commence avec la mère et finit avec la mère. Je ne devrais pas, je n'ai pas le droit de dire ça, mais je crois qu'il a commencé à tuer avec sa mère et il a fini par tuer sa mère. Dans ses articles, parfois, il écrivait comme s'il était une femme. Il prend la place d'une femme. Parfois, il écrit comme s'il se mettait à la place de sa mère. Il écrit au nom de sa mère. Et quand il les a tués, mais ceci est mon opinion personnelle, comme elles n'étaient plus là, il prenait leur place, il écrivait comme si elle-même écrivait l'article. J'ai fait une étude sur 80 articles qu'il a écrits, pour les 2 journaux pour lesquels il travaillait. Les carrés blancs, c'est pour le journal Nova Makedonia. Les carrés roses, pour le journal Utrinski Vestnik. Là, il a une phrase de stimuli. Quand il est inspiré, écrit beaucoup autour des meurtres. Là, c'est le fils qui tue sa mère. À cette période, il est très actif et cela coïncide avec la mort de sa mère. C'est pour ça que je pense qu'on devrait réouvrir cette enquête. Regardez le changement du nombre de publications dans le mois. Pour comprendre la personnalité du tueur présumé, mais aussi sa méthode, Mimosa Ristova étudie scrupuleusement chaque article que Vlado a publié. J'ai fait une liste précise de tous les articles qu'il a écrits. Sur certains, je me demande s'il ne décrit pas, sans le dire, la façon dont il procède, comment il tue ses victimes. Dans 2 articles en particulier, sans raison particulière et hors contexte, il décrit un meurtre.
Et dans d'autres articles, il pose de drôles de questions, dont celui-là par exemple. Il mentionne « Qu'est-ce que je peux faire? J'ai 3 enfants. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'étais heureuse. » Ou encore « Je me suis trompée en ayant 3 enfants. » 3 fois dans le même article. C'est totalement hors contexte. Il y en a des bizarres, comme celui-ci intitulé « Déjeuner froid, maison froide et tombe froide ». Étrange titre, vous ne trouvez pas? Dites-moi, j'ai besoin de savoir, je ne suis pas la folle ici. En 2008, l'étau se resserre autour du journaliste. Pourquoi n'a-t-il rien dit à personne? Pas même à sa femme, celle qui l'avait aidé à ouvrir son cabinet d'avocat, celle avec qui il partageait sa vie depuis l'âge de 20 ans. Quand la police l'appelle, Vesna Taneski tombe des nues. C'était un vendredi, on m'a appelé et on m'a dit que je devais me rendre à Kičevo. Que mon époux a été arrêté par la police. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas me dire par téléphone que je devais y aller et ils voulaient parler avec moi. 2 heures auparavant, j'avais parlé à mon époux au téléphone et tout était normal, comme si rien ne s'était passé. J'ai pris le premier bus et je suis allée à Kičevo. Je suis arrivée là-bas à 20h30 et je suis allée directement à la police. Ils m'ont dit pourquoi il avait été arrêté. Et ils m'ont posé beaucoup de questions. Je ne me souviens pas de tout, mais à la fin, ils m'ont demandé si j'ai accepté de le rencontrer. Il était dans un autre bâtiment. Je n'avais pas peur. Ils étaient inquiets qu'il me fasse du mal. Quand on s'est vu, je lui ai demandé si ce que la police disait était vrai. « As-tu fait toutes ces choses ?» Il m'a dit « Je n'ai rien fait. » Je lui dis que même si c'était vrai, je te pardonne. Et je lui ai demandé « Qu'est-ce que je dis à nos enfants ?» Et il m'a dit « Rien. Salue-les. Dis-leur que je suis innocent et qu'un jour la vérité éclatera. Je n'ai tué aucune femme, je n'ai rien fait. » Et c'est vrai qu'à ce jour, la police macédonienne n'a fourni aucun élément pour justifier l'arrestation de Vlado. Aucun document, aucune preuve matérielle, juste quelques photos et autres communiqués de presse. Il peut être le tueur, mais comme 3 autres pourraient l'être. Sincèrement, nous n'avons rien de concret comme preuve. La police nous dit nous avons les preuves, et d'après ces preuves, c'est lui l'assassin. Mais ils ne les montrent jamais. Ils ne disent jamais d'après ceci ou cela, ou d'après ce spécialiste. Rien. C'est incroyable quand même. Pour le seul profiler de Macédoine, spécialisé en serial killer, les crimes attribués à Vlado expriment un besoin d'humilier ses victimes plutôt qu'un plaisir sexuel avec des femmes âgées. Je peux dire que ce n'est pas de la gérontophilie. Ce n'est pas parce qu'il voulait le faire avec ses femmes. Cela relève plus du morbide et de l'excitation, plus de leur destruction que du plaisir sexuel. D'après moi, c'est un nécrosadiste. Détruire et abîmer, là est le plaisir, mais non dans l'acte sexuel. Kiro Kiprowski est l'un des plus vieux copains de Vlado. Ils ont débuté dans le journalisme ensemble du temps de Tito dans l'ex-Yougoslavie. Vlado était correspondant à Kičevo et Kiro, lui, dans la ville voisine de Gostivar. On se parlait le plus souvent au téléphone. Quand on se rencontrait, c'était soit à Skopje, à Gostivar ou à Kičevo.
On parlait surtout de notre passion, le journalisme. Oui. Je vais à Kitchevo. Sur la route, il s'arrête pour nous montrer le lieu où la police a trouvé la dernière victime. Il n'arrive toujours pas à croire que son copain de 20 ans ait pu faire ça. Pour Kiro, ça ne fait aucun doute, Vlado est innocent. C'est là, un peu plus haut. C'était un camionneur de Zaetz qui faisait une pause pipi et il a vu le corps sous une pile de sacs en plastique. Voilà. Vlado savait qu'il faisait partie des suspects de Kitchevo, mais il a fait comme si de rien n'était lors de son interrogatoire. Il ne va pas chercher à se défendre, il se contente de répondre qu'il est fatigué, qu'il ne se souvient de rien. Étrange attitude pour quelqu'un qui se dit innocent. Mais pour son pote, pour Kiro, au contraire, tout porte à croire qu'il s'agit d'un coup monté par les autorités du pays. Et oui, les souvenirs des années sombres du titisme rôdent encore. J'ai été faire un article à Kitchevo et j'ai parlé avec les gens à propos de Jivana Temelkovska et aussi avec son fils Zoran et sa famille. C'était une voisine de Vlado, une femme un peu forte. Et c'était impossible pour lui de la forcer dans une voiture et de faire après tout ce qu'on a décrit, tout ce qu'on a dit. Il ne l'a pas tué, c'est certain. Le jour où ils l'arrêtent, ils investissent la maison et ils oublient que son fils était là. Et ils se trompent d'identité. Nous n'avons pas cette responsabilité de dire si quelqu'un est coupable ou non coupable. On peut dire si quelqu'un est suspect d'un crime ou d'un meurtre ou s'il n'est pas un suspect. Mais la Cour est la dernière institution qui peut dire qui est coupable ou non. Pour obtenir un mandat d'arrêt, la police a besoin d'un certificat de l'Institut médical de Skopje. Alors ils ont demandé au professeur Douma. Il fallait que l'ADN de Vlado soit bien présent dans l'échantillon du corps de Jivana Temelkovska. Avec ce document, il a été arrêté. Alors que l'Institut du professeur Dumas a hésité et a déclaré le document illégal en premier lieu. Et il est quand même arrêté. Comment peuvent-ils faire ça? Pour moi, c'est une énigme et c'est ridicule. Ça, c'est du boulot de police balkanique. Je me rappelle qu'il passait des enregistrements télé de la maison de campagne de Vlado Tanevski, dans les environs de Kitchevo. Il racontait qu'il emmenait, soi-disant, les femmes là-bas, les violer, les tuer à cet endroit. Il y avait les chaussures de femmes posées comme ça par terre, comme si quelqu'un les avait placées avant de venir filmer. Cela paraissait complètement artificiel et pas naturel. Et voilà Kitchevo. Vesna, l'épouse de Vlado, a fait les 4 heures de route en montagne depuis Skopje, la capitale, pour venir mettre en vente la maison familiale. Kitchevo est sur la route d'Ohrid, la principale destination touristique de Macédoine. Si ce n'était pas sur cette route, on n'entendrait jamais parler de cette ville. À Kitchevo, il ne s'est jamais rien passé d'important là-bas. Et c'était dur pour lui de trouver des sujets pour écrire. Il était correspondant dans un endroit et il ne se passait pas grand-chose. Pour Vesna, c'est dur de revenir ici. Mais elle se sent en confiance et pour la première fois, elle va accepter de faire visiter la maison du présumé tueur en série, son mari Vlado, avec lequel elle a partagé toute sa vie et eu 2 enfants. C'est notre chambre, là où nous avons passé 30 ans de notre vie. On dormait ici. Les meubles sont comme on les a laissés. Il ne reste que les souvenirs.
Là, les enfants étaient petits. Là, c'est nous ensemble. Il est jeune. Et là, c'est au moment où l'on s'est rencontrés. Il travaillait là, c'était son bureau. Ses lunettes sont toujours là. Mais la police, elle a trouvé des revues pornographiques quand même. Écoutez, on en trouve dans chaque maison. Nos fils sont jeunes. Ce sont des bêtises, tout ça. On peut acheter ça librement. Et lui, il travaillait au journal. Il les prenait probablement là-bas, gratuitement. Et s'il avait des maîtresses, ça peut arriver. Vous croyez qu'elles auraient été d'un certain âge ou que ça aurait été des jeunes? Mais même si c'était le cas, je lui pardonne. Je crois qu'il aurait pris des plus jeunes. Même si c'était le cas, je lui pardonne. Chaque jour, il y avait mon fils ici à la maison. Il y avait toujours quelqu'un ici. C'est faux. Cela aurait été désagréable pour moi de rencontrer les familles des victimes, parce que je n'ai rien fait. Après tout ce qu'on leur a dit, ils croient tellement de choses. La police a dressé un profil commun à toutes les victimes du tueur. Les femmes assassinées avaient à peu près le même âge, la même éducation et un passé professionnel semblable à ceux de la mère de Taneski. Comme elles étaient toutes femmes de ménage et mères célibataires. Mais, selon la fille de Mitra Siljanovska, une des premières victimes du meurtrier, ça ne colle pas. Sa mère était institutrice à la retraite et ne connaissait pas Vlado. Le tueur qui se tient derrière ces meurtres connaissait toutes les femmes. On n'a jamais eu de contact avec lui, ni bonjour, ni rien. C'étaient des femmes de ménage. Non, non, non. Ma mère n'a jamais été femme de ménage. Après les avoir un temps soupçonnés, la police a tenu les proches des victimes bien à l'écart de l'enquête. Il n'était pas midi quand ma mère est partie faire quelques courses et acheter du pain pour la maison. Elle a fait ses courses, mais elle n'est jamais revenue. Quand ma mère a disparu, dans ce temps-là, la police nous a vraiment maltraités devant les enfants. Ils nous gardaient souvent 5-6 heures. Et quand ils ont découvert les autres corps, avant qu'ils n'arrêtent Vlado, ils ont recommencé non-stop. Ils m'appelaient au travail, nous convoquaient à la police. Le jour de la découverte du cadavre de Jivana Temelkovska, en mai 2008, Vlado débarque chez le fils de la victime, Zoran, pour lui poser des questions. Il va jusqu'à se prendre en photo avant d'écrire son article, n'épargnant à ses lecteurs aucun détail, surtout pas les plus scabreux. Oui, il est venu faire des photos après le meurtre. Il nous a dit qu'il était journaliste à Outriski Vesnik. On lui a dit qu'on ne voulait pas parler de l'enquête. Tu peux écrire quelque chose de général, et lui, il a écrit des détails de comment cela s'est passé. Mais comment il savait? C'est une des raisons pour laquelle ils l'ont attrapé. On ne lui a rien dit, et lui, il a décrit les horreurs en détail. C'est ça qui a intrigué la police. Les proches des victimes ne savent rien des avancées de l'enquête et admettent à demi-mot qu'ils n'attendent pas grand-chose, si ce n'est plus rien, des autorités. Y a-t-il d'autres personnes impliquées? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous voulons que toute la vérité soit faite, que l'enquête et le procès se poursuivent, car toute ma vie je souffrirai. Je souffrirai jusqu'à ce que je connaisse la vérité. Les dirigeants de notre pays ne peuvent pas se cacher éternellement. S'ils le veulent,
Ils peuvent nous dire la vérité. Beaucoup de questions subsistent concernant l'emploi du temps de Vlado en ce mois de novembre 2007, quand disparaît Ljubica Likovska. La police n'a jamais pris le temps de vérifier. Vesna, qui habite chez sa mère à Skopje, garde photo et passeport d'un voyage avec Vlado en Slovaquie au moment des faits. Ma mère. Allez, asseyez-vous là. De tout ce que j'ai entendu et vu dans les médias, des accusations portées sur mon mari pour le meurtre de ses femmes, j'ai retenu l'une d'elles, Ljubica Likovska. Les médias ont raconté qu'elle avait disparu aux alentours de novembre et avait été retrouvée vers février. En tout cas, c'est ce qu'ils annonçaient. Alors je me suis demandé, si c'était lui, où était-elle depuis tant de temps? Surtout qu'en novembre, il avait passé beaucoup de temps avec nous. Nous avions passé une semaine en Slovaquie pour la promotion de notre fils. Voilà, vous voyez les dates de passage aux frontières. Nous avons passé 2 jours chez ma sœur en Serbie et 3 jours à Bratislava. Nous sommes rentrés le 23 novembre. Ce même mois, le fils de 17 ans de notre témoin de mariage est décédé. Il vivait depuis 15 ans en Allemagne et la semaine des 7, 8, 9 novembre, nous étions à Skopje pour l'enterrement du jeune garçon. En décembre également, le neveu de mon mari est décédé. Nous avons encore passé une semaine autour des cérémonies d'enterrement. À ce moment, il a passé beaucoup de temps avec nous. Vesna ne peut pas croire que son mari ait pu commettre tous ces crimes atroces. Pourtant, le 23 juin 2008, la Macédoine est sous le choc. C'est une véritable bombe qui tourne en boucle sur les chaînes de radio et de télé. Le meilleur des journalistes, le plus rapide, le mieux informé sur cette affaire de meurtre en série, Vlado Tanevski est, selon la police, le monstre de Kitchevo. Ce jour-là, il n'y a pas que la Macédoine qui est sous le choc, mais aussi les rédactions du monde entier. Un journaliste qui décrit ses propres meurtres. Avant d'aller tranquillement interviewer les familles des victimes, on n'avait encore jamais vu ça dans les annales. Un intello aussi méticuleux dans son travail que dans la manière scabreuse de tuer abandonnant ses victimes avec si peu de précautions, c'est impensable. Comment un aussi bel homme, respecté, faisant figure de sage dans son pays, pouvait-il être attiré par des femmes proches de la retraite? Avait-il besoin de créer ses propres gros titres pour continuer à exister en tant que journaliste? Vlado refusait l'idée d'engager un avocat. On lui en a donc commis un d'office. Nous avons soutiré à cet avocat quelques confidences en caméra cachée. C'est la seule personne de l'extérieur qui ait vu Vlado en prison. Regardez. Au début, il ne voulait pas d'avocat. Il m'a dit qu'il m'interroge. Je me défendrai tout seul. Il était épuisé. Il était totalement épuisé. On nous a emmenés dans un bureau où nous attendions la voiture qui allait le conduire à la prison de Tetovo. Je lui ai demandé s'il voulait un sandwich ou une grillade ou s'il avait faim. Il voulait un burek, un sandwich au fromage fondu. Il voulait un burek. Je suis allé personnellement le lui acheter, ainsi qu'un yaourt et une bouteille d'eau minérale. Quand vous le regardiez dans les yeux, pour vous, c'était un tueur? La Macédoine est encore sous le choc de l'arrestation du monstre de Kitchevo. Eh bien, pourtant, elle va vivre un nouveau coup de théâtre dans l'affaire Vlado. Le lendemain de son incarcération, c'est dans tous les journaux, Vlado Tanevski est retrouvé mort dans sa cellule. D'après la police, il se serait suicidé, la tête dans un seau d'eau. C'est impossible, la tête dans un seau d'eau, vous imaginez? Comment faire? Les 3 co-détenus sont dans une cellule de 3 mètres carrés
Et ils n'ont rien vu, rien entendu. Dans l'affaire du tueur en série de Macédoine qui aurait fait plusieurs victimes, le mystère sur sa mort doit être élucidé par les autorités macédoniennes. Les résultats de l'autopsie doivent nous dire si le journaliste s'est vraiment suicidé dans un seau d'eau. Et voici ce que les médias ont rapporté à partir des communiqués de presse de la police. Le suicide de Vlado Tanevski paraît évident pour la police. Ses poumons étaient remplis d'eau et sur son corps il n'y avait pas de traces de violence. Et d'après certaines sources, des produits chimiques auraient été décelés dans le seau. Mais les journalistes s'interrogent. Pour que l'Institut médico-légal puisse rendre ses conclusions, il aurait fallu que des échantillons soient prélevés par un juge d'instruction. Institutot za sudska medicina, za da gi dokumpletira rezultatite od obdukcijata, trebalo da dobije odgovor od istražnijeg sudija za uvidot napraven na lice mesto. Il est aussi important de connaître la vérité sur la position exacte du corps au moment où Vlado est mort. Ces éléments nous aideraient à savoir si quelqu'un l'a aidé à se tuer. Et la presse de conclure. De son côté, la police maintient qu'il s'agit d'un suicide. Malheureusement, comme vous venez de le signaler, le suspect est décédé. Comme vous le savez, seul le juge et un tribunal peuvent déterminer si quelqu'un est coupable ou non. Alors, je pense que malheureusement, on ne saura jamais s'il est coupable ou non. Alors Vlado, coupable ou pas, personne ne le saura, comme le dit très justement la police, celle qui a envoyé Vlado en prison. Quant à son suicide, la tête dans un seau d'eau, dans les rédactions, évidemment, personne n'y croit. Mais l'Union européenne enverra quand même une délégation, geste symbolique, pour inspecter les prisons du pays. Cela a pris entre 6 et 10 heures dans la nuit. Allez, on va dire en moins de 8 heures. Les gardiens ont estimé que c'était un suicide. Les nouveaux amis de Vlado dans la cellule ont dit que c'était un suicide. Et à partir des témoignages de ces gens-là, la police a écrit au bas d'une feuille « Suicide ». Ni le procureur, ni le juge d'instruction ne se sont déplacés sur place parce que la police leur a certifié que c'était un suicide. Bien sûr qu'ils l'ont tué. À part sur Mars, je ne vois pas où on peut se suicider comme ça. Après les corps des victimes, le professeur Douma a vu arriver celui de Vlado. Verdict, mort par noyade. Mais se maintenir la tête dans le seau d'eau tout seul, là, l'éminent professeur émet de sérieux doutes. Après quelque temps passé en immersion, tout le monde perd conscience. On ne peut pas se persuader « je vais rester sous l'eau, je vais rester sous l'eau ». C'est impossible. Le mécanisme cortical ne fonctionne plus. Et les subcorticaux du cerveau prennent le dessus. C'est une réaction impulsive. Les concentrations de CO2 sont tellement énormes et la peur de mourir est immense. Défaut de surveillance ou bavure? Beaucoup pensent que le journaliste a été éliminé, peut-être par un codétenu afin d'éviter que ne soient dévoilés les manquements de la justice dans ce dossier. Nous voici dans un village proche de Gostivar, où nous sommes les premiers à retrouver un des 3 codétenus de Vlado, des Albanais. Il purgeait une peine de 3 mois pour triche aux élections législatives. Il sait que les soupçons de meurtre, commandités ou pas de l'extérieur, pèsent sur lui. Il accepte quand même, pour la première fois, de nous livrer sa version. On l'a amené dans la cellule tout à fait normalement. Dans la cellule, c'est là qu'il m'a dit qu'il avait été tabassé, qu'il avait été frappé par les policiers et par les inspecteurs de Kitchevo, qu'il l'avait maltraité. En tout cas, c'est ce que m'a dit le défunt Tanevski. Sur le corps, nous avons enregistré des traces d'ecchymose, de blessures, dues à une dynamique d'agression. L'un de ces cachets, un rouge, à 400 mg, moi personnellement j'en prenais déjà 3 pour dormir ne serait-ce qu'1 heure. Tu sais ce que c'est 90 jours dans nos prisons? Vlado Tanevski a pris un cachet. Puis après nous nous sommes couchés. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu quelqu'un crier en faisant des bonds. Il s'est suicidé.
Mais il faisait noir dans la pièce. Alors je me suis levé, malgré mon mal de dos, et j'ai vu quelqu'un étendu près de la porte, et l'autre qui ne s'en approchait pas. Nous avons cherché des substances psychoactives, des sédatifs, de l'alcool. Rien. Il n'y avait rien. En fait, en prison, dans la cellule, l'espace, il n'est pas plus grand que ça. Là, tu as les toilettes. Ici, le lavabo. Derrière, tu as les lits. Et ici, l'endroit où tu peux bouger. Vlado Tanevski était sous le lavabo, la tête dans le seau. Sa jambe droite étendue par là et son bras gauche comme enroulé dans les tuyaux du radiateur. À ce moment-là, j'ai sonné. Les gardiens sont arrivés. Ils ont allumé la lumière, ils ont mis des gants. Ils l'ont retiré et lui ont dispensé les premiers soins pour le réanimer. Les médecins sont arrivés juste après. Quand ils ont retiré Vlado Tanevski, ils nous ont fermé la porte. Voilà, c'est tout. L'état psychologique et physiologique normal est tel que sans l'influence de substances psychoactives ou de sédatifs, c'est théoriquement impossible de se suicider, d'un point de vue médical. Tout le monde n'est pas capable de se suicider. Vous me comprenez? Il faut rassembler plusieurs éléments. Tout d'abord, il faut être prédisposé au suicide. Il faut des motifs, des raisons pour se suicider. Ça, c'est une chose. L'autre élément, c'est la possibilité ou non que l'on se donne pour s'en tirer, seul. La possibilité ou non de se sauver tout seul. Par exemple, en vous attachant les mains, de sorte que vous ne puissiez plus vous relever. Plus possible donc de faire marche arrière. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'était sous l'influence d'aucune substance. Mais peut-être que quelqu'un lui a tenu la tête sous l'eau. Dans les prisons, il y a des caméras qui te permettent de voir les déplacements, avec les heures, les minutes et les secondes. Alors on ne peut pas dire aussi simplement « Oh, quelqu'un l'a tué ». Moi, je crois que personne ne l'a tué. En plus, quand la porte s'ouvre, elle grince. Il est impossible que quelqu'un ait pu ouvrir la porte et le tuer. Ouvrir une porte, puis ouvrir une deuxième porte, cela fait un tel raffut que même si tu dors, et malgré tous les cachets que tu as pris pour dormir, il n'y a aucune chance de ne pas te réveiller. C'est impossible. Je ne suis pas d'accord. Parce que s'il a été tué, les experts doivent nous dire qui est le tueur. Parce que s'il a été tué, il doit y avoir un tueur ou une preuve comme quoi c'est un meurtre. Tant qu'il n'y a pas de preuve de meurtre, ni de suspect, on ne peut pas dire qu'il y a eu meurtre dans cette prison. Ils disent qu'on lui dit de dire. Mais qui est mêlé à cette histoire, c'est un mystère. Celui qui est impliqué doit avoir un mobile. Le ministère de la Justice a radié le juge d'instruction qui aurait dû se rendre à la prison. Un juge respecté en Macédoine. Alors, qui tente de piper les dés? Aucun échantillon d'ADN n'a été prélevé sur les codétenus. Et les dernières possibilités de preuve du meurtre de Vlado se sont évaporées avec le certificat de suicide de la police. Je me demande pourquoi ils ont attendu 8 mois pour me virer. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire a des implications politiques. Mais moi aussi, je me demande pourquoi.
pourquoi le procureur de garde ne m'a pas appelé pour que j'aille mener une enquête comme le veut la loi. Si quelqu'un de chez le procureur m'avait appelé, ou de la police, bien sûr que je me serais rendu sur place. C'est un travail de routine. Cela n'aura pas pris plus d'une demi-heure. Pas plus. C'est très simple. Une enquête pour rechercher les causes de la mort de Vlado a été diligentée par la police et un nouveau procureur a été saisi de l'affaire à Tetovo. Nous lui avons rendu visite. Il ne s'est jamais exprimé jusqu'alors, l'affaire étant en cours. Mais pour nous, il accepte à condition de ne pas montrer son visage. Ce représentant des autorités en a gros sur la conscience, en off. Il nous avoue d'après les éléments en sa possession que Vlado aurait bien été assassiné en prison. Mais il n'a pas les preuves matérielles et ne sait pas si l'ordre est venu de l'extérieur ou si c'est un coup des co-détenus. Vous avez ici les demandes, albums, photos. Vous avez aussi les écritures et analyse graphologique de la lettre retrouvée dans la cellule. Les témoignages des personnes présentes dans la cellule, qui sont au nombre de 3. Maintenant, nous comparons et étudions par rapport aux éléments retrouvés dans la section du protocole qui montre incontestablement des traces de violence. Ceci démontre qu'il ne s'agit pas d'un suicide et d'un assassinat. Mais comme je vous le dis, tout ceci est fait en adéquation avec les ordonnances législatives qui permettent au procureur général de demander une procédure contre X pour meurtre. Cette fameuse lettre retrouvée sous l'oreiller de Vlado a été rédigée au dos de la décision d'incarcération, signée par le procureur de Kitchevo, un ami de Vlado avec qui il partageait un cabanon où ils allaient jardiner tous les deux. Et c'est comme par hasard dans ce cabanon qu'on a aussi retrouvé des traces des victimes. À la veille de son arrestation, selon son épouse, Vlado semblait paniqué, tétanisé. Sans arrêt, quelqu'un l'appelait au téléphone. Il était très préoccupé, pensif. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un l'appelait aussi souvent. C'était peut-être quelqu'un du parti politique qui l'appelait. Les derniers jours avant l'arrestation, c'était très étrange. Sans arrêt, le téléphone sonnait. Ça m'a beaucoup marqué. Il avait dit à son cousin, « Ils m'ont coincé ». Quand j'ai pu voir la lettre, cela venait du plus profond de lui. Je ne crois pas à ce qu'ils disent. En tant que femme, je comprends qu'il ait pu me tromper. Mais il l'aurait fait avec une femme plus jeune, plus belle que moi. Il n'aurait pas été avec ces femmes. Je ne le croirais jamais. Comme chez les catholiques, la religion orthodoxe n'autorise pas les enterrements en présence du pape en cas de suicide. Mais depuis que le mot « meurtre » a été prononcé, le pape est venu et Vesna a enfin pu enterrer son mari dans la dignité. C'était une très longue lettre qui disait « Chère Vesna, continue à vivre et sois fière de nos enfants, nos anges. Je n'ai rien fait, tout a été monté de toutes pièces. » Cette lettre m'a été adressée. Je veux la voir, je veux pouvoir entendre sa voix, je veux la voir chez moi, dans ma maison. Finalement, cette affaire, c'est un conte balkanique. On était parti de l'histoire d'un journaliste qui tuait pour décrire ensuite ses propres meurtres. Ce n'est déjà pas banal. Ensuite, ce garçon se suicide la tête dans un seau d'eau. Là non plus, ça n'est pas banal. Et ensuite, la police bondit sur l'occasion pour dire « Mais vous voyez, il était dans la cellule avec les Albanais, ils ont tout vu, mais ces Albanais, c'est quand même des meurtriers, donc qui croire dans cette histoire ?» Ce qui est certain, c'est que les familles des victimes ne sauront jamais ce qui est arrivé à leurs proches.
La vérité a disparu, emportée par le vent des monts balkaniques. Ça, c'est incroyable. Peut-être que Vlado savait quelque chose. Dans ce petit pays où on a intérêt à être du côté du manche, peut-être connaissait-il un secret touchant le pouvoir, ce qui expliquerait sa disparition subite. Voilà, la vérité dans cette affaire, c'est qu'on ne la connaîtra jamais.